L'année 2024 vient tout juste de se terminer et nous devons déjà nous tourner vers la prochaine, l'année 2025. En effet, cette année va regorger d'événements qui vont avoir des impacts plus ou moins forts sur l'économie et la finance au niveau mondial. Alors on peut parler de l'inflation, des élections, de l'IA, des risques géopolitiques et l'objectif de cette vidéo c'est d'en regarder une petite partie et essayer de savoir comment ça peut impacter. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, comme d'habitude, après les vacances de Décrypte Finance, on se retrouve pour la première vidéo 2025 pour essayer de décrypter les futurs événements qui vont arriver durant cette année et un petit peu parler à la fin de la vidéo des quelques news qu'il peut y avoir. Il y en a des intéressantes. Comment ne pas débuter cet édito en parlant du nouvel homme le plus fort de la planète, pour une deuxième fois, celui qui est déjà au travail mais qui va l'être encore plus, du moins il va pouvoir mettre en place ses actions et sa politique à partir du 20 janvier prochain. C'est bien évidemment Donald Trump, le nouveau président des États-Unis et un petit peu accessoirement le nouveau président du monde, étant donné que ces décisions pour les États-Unis vont avoir un impact global pour tout le monde. Pour commencer, on va parler des frais douanes. Alors, on en a déjà discuté dans une précédente vidéo, mais c'est vraiment l'atout phare de Donald Trump pour voir ce qu'il veut. Il fait des menaces, ça fait peur, étant donné que c'est le plus grand, le plus fort, ça fait peur, et il va avoir ce qu'il veut. Il a commencé avec la Chine. Alors, les États-Unis, en règle générale, ont commencé avec la Chine, mais étant donné que Donald Trump ne veut pas de la Chine, veut être vraiment le plus indépendant possible de la Chine, et étant donné qu'il y a aussi une mini-guerre froide entre les deux pays, et ben le but, c'est de s'en débarrasser, du moins de moins utiliser, et de réindustrialiser les États-Unis, refaire de la croissance, refaire de l'emploi. Donc la conséquence de tout ça, ce qu'il pourrait avoir, c'est entre autres sur les véhicules électriques et sur plein d'autres produits venant de Chine, c'est moins de trafic maritime, moins d'activité en Chine, potentiellement, à voir si ça fonctionne, plus d'activité aux États-Unis, une réindustrialisation aux États-Unis. Donc, d'un côté, perte d'activité en Chine, donc c'est-à-dire moins de consommation de pétrole, donc le pétrole qui pourrait aller vers le bas, à la cave. De l'autre côté, les États-Unis, ça se comporte plutôt bien, avec une réindustrialisation, et les États-Unis qui prennent de plus en plus de poids, du moins ça, c'est sur le papier. De l'autre côté, on a les frais de douane entre le Mexique et le Canada pour réduire les migrations. Donc le Canada, d'un côté, c'est taxer le pétrole brut qui vient du Canada, qui est consommé en très grande partie par les États-Unis. Donc c'est une grosse manne financière pour le Canada s'il met en place ces 25% de frais de douane sur le pétrole brut. Et de l'autre côté, c'est essayer de casser la dynamique au niveau du Mexique, des villes frontières où les usines sont au Mexique et les consommateurs et les endroits de conception, de design sont aux États-Unis. C'est de casser cette dynamique-là. Alors il va bien évidemment continuer son mur, mais imposer des frais de douane plus important pour essayer de favoriser le fait que la création aux États-Unis serait un peu plus avantageuse, du moins deviendrait plus avantageuse par rapport à la création au Mexique, parce qu'il y aurait ces frais de douane. Sur l'Europe, il n'en a pas encore forcément parlé, mais la présidente de l'Europe, Ursula von der Leyen, en a déjà un petit peu discuté, et très clairement, sa vision des choses, c'est d'être gentil avec les États-Unis, s'il veut quelque chose, grosso modo, on lui donne, ne pas rentrer en guerre frontale avec les États-Unis sur les frais de douane, parce que c'est vrai qu'on n'est pas en capacité de le faire, on n'a pas une économie très bonne, l'Allemagne, ça se passe pas très bien, la France est totalement bloquée, donc là, pour l'instant, la politique de l'Europe, c'est le bon toutou, on accepte et on passe à autre chose. Un peu le revers de la médaille de cette partie de frais de douane, c'est que oui, l'objectif de Donald Trump, c'est relocaliser, réindustrialiser, refaire de la croissance. Mais de l'autre côté, déjà, ça prend du temps. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? On ne sait pas. De l'autre côté, il y aura des frais de douane qui seront aussi plus importants pour les vendeurs américains, pour les vendre dans les pays en Chine, au Canada, bref, il y aura des répercussions. Et tout ça, ça va forcément créer de l'inflation aux États-Unis. Alors, même si Trump nous dit qu'il ne veut pas d'inflation, et c'est plutôt compréhensible pour le pouvoir d'achat des Américains, il peut y avoir de l'inflation à cause de ça, parce que les produits seront toujours importés, ils seront plus chers, ça va créer une inflation, etc., etc. Alors, si son objectif, c'est de réindustrialiser, on aura plus d'emplois, potentiellement une augmentation de salaire. Donc, si l'augmentation de salaire va de pair avec l'augmentation de l'inflation, ça va. Mais voilà, faudra avoir un petit peu la dualité des deux et voir si vraiment son plan, d'un côté, il y a des menaces, sûrement des grosses menaces pour le Canada qui a pas forcément mettre à exécution, mais pour la Chine, ça va sûrement le faire, étant donné qu'ils s'aiment pas trop. On verra bien quel impact ça aura. L'autre gros sujet de Donald Trump, c'est la dérégulation. Alors, on l'a bien vu avec le ministère pour
Elon Musk, où il va essayer de faire des coupes budgétaires dans le budget de l'État, parce que ça consomme énormément et on peut potentiellement, du moins c'est ce qu'ils disent, trouver beaucoup de ressources à économiser en coupant des ministères, en supprimant. Et donc qui veut dire couper des ministères? Veut dire, bah, moins de contrôle, plus de dérégulation et bah, faire exploser le développement parce qu'il y a de moins en moins de règles, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut. Bien évidemment, derrière ça, Elon Musk veut pouvoir favoriser ses activités, que ce soit sur les voitures électriques, sur ses fusées, sur ses implants IA, Neuralink, bref. Donc c'est essayer de favoriser le business. Et c'est vrai que c'est une politique libérale qui est clairement pro-business, qui a favorisé le développement, potentiellement la relocalisation, du moins des entreprises européennes ou étrangères qui vont venir aux États-Unis pour pouvoir avoir cet accès à une dérégulation totale. Et pour l'IA, on a quand même beaucoup de sujets de déontologie dessus. Les États-Unis seront peut-être une terre promise pour l'IA, entre autres. Du moins, c'est clairement l'objectif que les États-Unis deviennent un très gros leader là-dessus et que, bah, même si l'IA c'est dangereux, autant que ce soit fait par les Américains que par exemple la Chine. C'est un peu la mentalité qu'ils ont. L'autre sujet qui va impacter les Européens, c'est se dire que Donald Trump a toujours été contre l'OTAN, ou du moins pas forcément contre, mais plutôt dans le fait qu'il considérait que les États-Unis dépensaient trop pour l'OTAN par rapport aux dépenses des pays européens et que ça lui servait pas forcément beaucoup. On sait aussi qu'il n'est pas forcément ennemi avec Poutine. Donc c'est se dire que est-ce que l'Europe sera capable de se dissocier de l'Amérique, du bouclier nucléaire américain aussi potentiellement, de pouvoir se protéger toute seule en dehors de l'OTAN? Et c'est ça toute la question, c'est de savoir est-ce que les Européens arriveront à se mettre d'accord, ce qui n'est pas évident, pour essayer de former une sorte d'armée européenne ou du moins faire des partenariats et après acheter mutuellement les armes et les équipements des autres pays européens. Alors c'est pas du tout le cas. Ils adorent acheter américain, malheureusement. Alors même si nous on arrive à bien vendre nos chars, nos Césars, nos Rafales, on y arrive bien, mais avec des pays hors européens, même si la Grèce en a déjà acheté et d'autres. Donc le but, c'est essayer d'avoir une belle coalition. Ça n'a pas fonctionné durant le premier mandat de Trump. Il y avait déjà ce sujet-là. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire au deuxième? Essayer de s'en détacher, c'est la question. Bon, quand on regarde un peu l'Union européenne, et que si elle arrive à avancer sur ces jeux-là, j'y crois moyen. Mais bon, si vraiment Trump met la pression sur l'OTAN pour dépenser plus, et ce qui est déjà le cas, hein, tous les gouvernements de l'OTAN ont augmenté le pourcentage de PIB alloué à la défense, ils sont à peu près tous à 3%. Donc c'est un peu ce que Trump voulait, et ils se sont tous mis à la page dès que Trump a été élu. Mais est-ce qu'il va aller plus loin en demandant plus ou potentiellement sortir? On verra bien. Ce qui est sûr pour les États-Unis, c'est que bon, le temps que les Européens se décident, ils vont toujours acheter des armes. Il y a toujours quand même beaucoup de conflits. Il y a l'Australie qui achète, il y a l'Israël qui achète. Tous les pays dans l'Asie qui essaient de se protéger de la Chine achètent aussi l'américain. Donc pour les États-Unis et leur armement, l'industrie de l'armement, ça se passe plutôt bien. Est-ce que l'Europe arrivera à en profiter? C'est ça l'objectif. Est-ce que la France arrivera à en protéger? Parce qu'elle est quand même très bien passée. Elle était deuxième en termes de vente d'armes. C'est tout l'objectif. Enfin, la dernière question qu'on a, c'est toute l'instabilité qu'on peut avoir dans le Middle East ou dans la zone Indo-Pacifique. On a l'Iran, la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine. Tous ces conflits-là sont maintenant, l'Ukraine avec la Russie, bien évidemment. C'est de savoir quel est le positionnement de Trump sur tous ces conflits. Alors, pour le conflit Israël-Palestine, il est très pro-Israël. Pour Ukraine-Russie, on ne sait pas encore trop. Alors, il veut arrêter la guerre le plus vite possible. Dans quelles conditions? Est-ce que l'Ukraine va perdre beaucoup de territoire? Est-ce que Poutine va essayer de profiter de sa position de force pour essayer de récupérer un max par rapport à l'Ukraine? Est-ce qu'il arrivera à le faire? Est-ce que ces conflits-là avec Trump qui supporte encore plus Israël va un peu plus dégénérer et potentiellement mettre de la pression sur les cours du pétrole, par exemple? Alors actuellement, les cours du pétrole, on est quand même à des niveaux très bas, donc ça va, il n'y a pas trop de soucis. Mais ah, est-ce que ça va continuer à rester comme ça? Ça n'a pas eu trop d'impact sur le cours du pétrole, toutes ces guerres, mais ça peut aller beaucoup plus loin, par exemple avec l'Iran, qui est un gros producteur. C'est un peu toute la question. Il faut quand même se rappeler que malgré le fait que même si l'Iran se fait attaquer et que ça abîme beaucoup ses installations pétrolières,
On a normalement Trump qui va revigorer un max l'industrie pétrolière aux États-Unis. Déjà que les États-Unis, c'est un très gros producteur de pétrole. Dans ce cas-là, ça devrait plutôt bien se passer. Pour conclure sur tout ça, c'est aussi de se dire comment vont évoluer les marchés financiers. On a eu une année 2024 assez exceptionnelle pour les marchés américains, relativement pour les marchés européens. Par exemple, le CAC 40 a fait +3 sur l'année et les marchés européens, américains, S&P 500 par exemple, je crois que c'est aux alentours de 26% l'année. Donc on est vraiment dans un décrochage des indices et des actions européennes parce qu'il y a de l'instabilité. On a la France qui n'avance pas, qui est totalement bloquée. On a l'Allemagne qui n'avance pas, qui est totalement bloquée. Donc bref, ça va pas bien. Mais pour l'instant, les États-Unis, ça se passe très bien. Très belle performance, que ce soit le S&P ou les valeurs tech. Ça devrait continuer. En plus de ça, avec la dérégulation, ça devrait continuer. Quand on regarde cet article-là, nous parle un petit peu des prévisions des banques pour les différents indices. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais pour les différentes banques, on serait plutôt sur des +8 à +16% sur le S&P pour 2025. On les a ici, hein, que ce soit UBS, Bank of America ou Deutsche Bank, entre 8 et 18% de performance. Quand on regarde de l'autre côté l'indice européen, on est soit sur une performance positive en estimé, soit même une performance négative, tellement l'instabilité qu'on peut connaître en Europe continue. Et en plus de ça, avec tout ce qui peut se passer avec Donald Trump, ça peut impacter fortement la compétitivité, l'attractivité de l'Europe par rapport aux États-Unis. Graphiquement, c'est vrai que quand on dézoome, le S&P, ça fait que monter. Alors, ça monte, ça baisse, ça fait des petits rebonds, des petits supports pour mieux repartir, mais on est clairement sur une très belle traîne. Et quand on regarde le SI5E, les 50 entreprises européennes les plus importantes, là, c'est pas forcément la même dynamique. Alors, on est quand même sur des niveaux élevés, hein, mais depuis la très grosse hausse entre novembre et début avril 2024, il se passe pas grand-chose. On est en train de ranger et ça coïncide entre autres avec les élections, la dissolution en France, le blocage politique en Allemagne, etc., etc. La crise de la dette qui pourrait se profiler pour la France, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, bref, tous ces pays-là, l'Italie. Donc clairement, pas le même son de cloche, pas la même dynamique, c'est un petit peu dommage. En conclusion de tout ça, ce qu'il faudra savoir en 2025 et étudier, c'est déjà est-ce que les menaces de Trump sur les frais de douane sont vraiment des menaces ou si c'est juste pour faire peur. Si c'est pas des menaces et qu'il les met en place, c'est est-ce que on va avoir un impact positif sur l'économie américaine? C'est pas forcément dit, hein. Le ratio entre la croissance, l'emploi et l'inflation, ou même ça peut très bien ne pas se passer comme ça, hein. Ça peut aussi isoler les États-Unis sur la scène mondiale, avoir que les autres pays aient moins de dépendance envers les États-Unis et donc qu'ils puissent un peu s'en détacher, se détacher aussi potentiellement du dollar, par exemple comme les BRICS avec leur monnaie. Donc ça a quelque chose à voir. Les différentes crises géopolitiques qu'on peut avoir, alors celles qu'on connaît, le Moyen-Orient, l'Ukraine avec la Russie, mais potentiellement les futures où il y a déjà des tensions, par exemple Taïwan. Pour l'instant, Taïwan est encore très bien protégé par les États-Unis. Tu vois, ils le disent qu'ils vont le protéger. Pourquoi? Parce que c'est un très gros producteur de semi-conducteurs, c'est vraiment le plus gros. Mais là, avec tout ce qui se passe là aux États-Unis, c'est clairement que les États-Unis deviennent leaders aussi dans la production de puces électroniques, semi-conducteurs. Et à ce moment-là, quelle utilité aura Taïwan aux yeux des Américains? Alors c'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai que c'est un peu blanc en noir. Est-ce que Taïwan, à partir du moment où les États-Unis auront rattrapé leur retard et ils auront mis le paquet dessus, Taïwan ne servira pas à grand-chose pour les Américains. Et à ce moment-là, je pense que la Chine pourra les servir sans trop que les Américains se dérangent parce que c'est quand même très loin de chez eux et ça peut mal se passer. En plus de ça, on a les sujets de dérégulation, l'IA, comment ça va se développer, est-ce qu'on va avoir une explosion de la croissance des marchés financiers parce qu'on est dans un gouvernement pro-business? Est-ce que l'Europe arrivera aussi à devenir indépendante des États-Unis? Est-ce que les crises politiques qu'on a vont cesser? Est-ce qu'on aura un vrai gouvernement en 2025? Est-ce que, on arrivera à réduire la dette, à créer un vrai esprit européen de la défense, par exemple? Est-ce que de l'autre côté, la Chine va réussir à survivre à toutes ces hausses de frais de douane? Est-ce qu'elle va
résoudre son problème sur la crise immobilière? Est-ce qu'elle va vouloir lancer des plans de relance, des vrais plans de relance? Bref, c'est tous ces points-là qu'on va étudier en 2025. En revenant un peu sur les news classiques, mais en rebondissant sur ce que j'ai pu dire avant, je disais que l'Allemagne est bloquée et ben, cet article l'explique dans le sens où la coalition d'Olaf Scholz, qui était au pouvoir, était très fragile et bah, elle a perdu un vote de confiance. Bref, elle est tombée. Et il y a des nouvelles élections qui vont avoir lieu en février. Déjà, d'un côté, pour avoir une coalition forte, pour pouvoir prendre des décisions et ne pas aller faire les jeux de qui va voter, pourquoi, à chaque fois, c'est essayer d'avoir une majorité, de pouvoir voter des lois et surtout, bah, on est sur une croissance qui est très molle en Allemagne. On a un secteur automobile qui va très mal, des profit warnings sur profit warning, parce que, entre autres, la Chine arrive pleine balle en mettant des prix cassés, faire une énorme production, prix cassés, ils déversent, et là, l'Europe a du mal à se défendre, hein. Ils ont pas envie d'augmenter les frais de douane aussi importants que les États-Unis, parce que, bien évidemment, il y a les risques que la Chine augmente aussi ses frais de douane. Et donc, double objectif, c'est pouvoir avoir une coalition forte pour pouvoir prendre les décisions qu'on veut. Et deuxième point, bah, si l'Allemagne lançait un énorme plan de relance pour l'économie, sponsorisé, avoir un coût du travail qui baisse, ça pourrait faire repartir fortement la croissance et l'industrie. Et comment faire ça? Eh ben, il faut que l'Allemagne décide enfin d'augmenter son plafond de dette, ce qu'elle n'a pas fait aux alentours, là pour l'instant, elle est aux alentours de 65% du PIB. Et si, avec cette loi, elle arrête cette loi, elle pourra emprunter beaucoup plus, elle a quand même des niveaux très sains, elle pourra emprunter beaucoup plus et faire des vrais plans de relance ambitieux. Un peu dans la même idée, mais là, les États-Unis n'ont aucun mal à augmenter ce plafond-là. On a l'Allemagne qui, depuis des années, c'est pas trop, il faut une coalition forte. Bref, les États-Unis, c'est tous les 6 mois, ils se demandent s'ils vont augmenter le plafond de la dette. Ils ont un plafond de la dette, c'est un peu bête. Ils ont augmenté 100 fois le plafond de la dette. Bref, ils ont une dette colossale, mais ils ont une croissance et un potentiel dans le futur qui est bien plus important que nous. Et donc là, c'est la question, est-ce que dès mi-janvier, il y aura un problème de plafond de dette? Est-ce qu'ils vont réussir à l'augmenter? Alors là, normalement, Trump a une majorité. Il a une majorité en termes de chiffres factuels. Après, potentiellement, certains républicains qui sont le plus à gauche des républicains pourraient tenter de ne pas voter les lois de Trump, donc avoir une certaine majorité relative. Et là, le plafond de la dette, dans le cas où il a une majorité, c'est pas un problème. Tous les républicains vont voter. La question de savoir, c'est est-ce que quelques républicains vont commencer à embêter pour avoir des rétrocessions, je sais pas. Mais ça va être un sujet parce que l'État consomme beaucoup et c'est entre autres l'objectif de Musk, du moins dit, c'est de faire un max de réduction, avoir des frais de dépenses le plus faibles possible, dérégulés, bref, et bah, pour que ces sujets de limite de la dette ne soient plus un sujet et qu'il n'y ait plus besoin d'emprunter et faire commencer à baisser le déficit aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, tu as Biden qui essaie de mettre des bâtons dans les roues à la prochaine administration. Alors, il le fait de multiples manières. Et là, je trouvais ça intéressant. C'est Biden qui essaie de mettre en place des zones protégées dans les eaux américaines pour empêcher les potentielles explorations pétrolières aujourd'hui ou de demain. Et donc, ça veut dire empêcher Trump de faire ce qu'il veut en termes d'exploitation pétrolière. Et ça, c'est ce qu'il essaie de faire passer juste avant son départ le 20 janvier pour essayer de mettre des bâtons dans les roues parce qu'on sait très bien que Trump est pro-pétrole. Et étant donné que l'économie du pétrole aux États-Unis, c'est très important, qu'il y a eu beaucoup de baisses à cause, ou du moins grâce à Biden et à Obama, c'est essayer de faire repartir tout ça pour que les petits États au fin fond des États-Unis qui avaient besoin de cette économie du pétrole puissent repartir. C'est un peu ce qu'il avait promis. Et voilà, Biden essaie de mettre des bâtons dans les roues. C'est assez rigolo de voir ça. Dès qu'il a perdu, il commence à faire plein de choses pour essayer d'embêter fortement Trump. Une info en France, cette fois-ci, qui date un petit peu, on n'en avait pas parlé, et je trouve très intéressante, c'est que la France, bah, on sait très bien que la France, pour l'instant, ça se passe pas bien. On a un budget qui est pas voté, un déficit très important, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a des agences de notation qui passent, soit elles nous mettent en garde, soit elles baissent la note. Alors on est toujours dans le club des double A sur les trois, S&P, Fitch, Moody's. Mais là où des entités ont subi et ont pris le plein fouet cette
ambiance économique et politique en France très instable, c'est les banques. Et donc, on a entre autres BNP Paribas, Crédit Agricole, mais aussi les banques populaires, je crois. Ah non, les banques régionales du Crédit Agricole, la Crédit Mutuel, le CIC, l'Arkéa, bref, ils ont, chez Moody's, vu leur note passer de A à 3 à A1. Donc, ils perdent un peu le club des double A chez Moody's uniquement pour passer à 1. Et ça, c'est assez important. Alors, en l'état, ça n'a pas changé la face du monde totalement, parce qu'il y a toujours des très beaux ratings. Mais c'est vrai que je me rappelle dans mon travail, j'utilise ces notations. J'avais d'habitude d'utiliser 1 à 3 et là, je me suis fait réflexion, je me dis: «Ah mais 1, ça a changé». Et c'est vrai que c'est assez important et ça peut, si ça continue dans cette atmosphère française où ça se passe pas bien, bah, ça peut encore plus impacter les ratings des banques françaises. Donc les banques françaises vont emprunter plus cher. Il y aura moins de confiance sur les marchés pour les banques françaises, donc potentiellement moins de développement dans le futur, et cetera, et cetera. Donc ça peut peser sur leur activité. Ça peut être un cercle vicieux. Alors, on a quand même la chance en France d'avoir des très belles banques, hein, BNP Paribas, Crédit Agricole, c'est des très belles banques très solides qui sont utilisées partout dans le monde. Mais bah, ça peut faire pas tout ce qui se passe en France, ça peut clairement les empêcher de faire du business dans le futur ou du moins un peu réduire tout ça. Ce serait à étudier, c'est un peu dommage. Il faudra voir si Fitch et Standard and Poor's sont un peu dans la même veine et potentiellement Standard and Poor's passer à A- et là double bah non, à A+ sur Fitch. Donc on verra bien dans le futur, c'est un peu dommage. Je vais juste terminer avec les dates importantes de cette année. Alors là, vous avez les différents meetings de la Fed sur les baisses de taux. Actuellement, pour la réunion de janvier, il y a à peu près, je crois, 12 ou 13% de probabilité qu'il y ait une baisse de 25 BP, de 0,25%. Pourquoi? Parce que Powell avait dit que bah, en 2025, il voyait moins de baisse qu'avant. Donc le marché s'est pris un peu une tôle. On a les actions qui ont baissé, les cryptos qui ont baissé, les taux qui ont augmenté. Et donc, pour l'instant, le marché sur Bloomberg estime qu'il y a à peu près 13% de chances qu'il y ait une nouvelle baisse de taux de 0,25. Et pour l'Europe, pour la BCE, c'est le 30 janvier, la prochaine réunion. Et là, il y a 110% de chances d'une baisse de 25 BP. Donc, ça veut dire 100% de chance d'une baisse de 0,25 et 10% de chance d'une autre baisse au même moment de 0,25. Et clairement, on n'est pas du tout dans la même dynamique entre la Fed et la BCE. On a la BCE où l'économie se porte mal, on a l'inflation qui baisse fortement, les salaires qui ne suivent pas, bref. Donc, on a toutes les raisons du monde de baisser les taux. De l'autre côté, on a la Fed avec une très belle croissance, une inflation qui baisse, mais qui pourrait augmenter avec Trump. Et tout ça fait dire que oui, il y a des taux élevés, mais pourquoi trop les baisser étant donné que ça se passe bien et que dans le futur, ça pourrait potentiellement repartir du mauvais côté. Donc pas du tout la même dynamique. Et c'est vrai qu'avec les taux qu'ils vont avoir aux États-Unis, ça peut aussi les aider, bref. Et après, sur les différentes news, vous pouvez aller sur TradingView, ça c'est pas mal. Allez sur TradingView, le petit calendrier en bas à droite. Et là, vous avez les différentes news économiques classiques dans les prochaines semaines. Et là, pour tout vous dire, là, on a sur la semaine à venir, on a des chiffres de l'inflation, que ce soit en Europe, en France, en Italie. On a aussi les emplois aux États-Unis, l'inflation en Chine. Bref, vous avez pas mal de news, c'est assez intéressant, sans avoir besoin d'aller sur des sites un peu bizarres. Directement là, vous avez les différentes infos, les prévisions, les précédents et l'actuel. Et donc, voir si le chiffre qui sort, si en fonction des prévisions, c'est plutôt bien ou pas bien. La première vidéo de Décret Finance de 2025 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à aller dans la section dédiée. Dans la description, vous aurez les liens sur notre notion de différents articles. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'explication, l'étude, ce qu'ils ont pu dire précisément. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.